La population des quartiers de Montréal pouvait aller se rafraîchir, voire même procéder à certains gestes d'hygiène. Ces bains publics sont fermés depuis bien longtemps, évidemment. Mais voilà qu'on veut revitaliser tout cela, et c'est le cas du bain Saint-Mathieu dans Hochelaga-Maisonneuve, sur la rue Ontario-Est. Alors qu'un mouvement, le SPAG, lui, a demandé à la Ville de l'aide financière pour faire un centre, mon Dieu, d'interprétation artistique ou encore de manifestation artistique qu'on appelle l'art gigantesque. Pour nous en parler, on va aller retrouver un des responsables et promoteurs de ce projet, M. René Jacques. Bonjour, M. Jacques. Bonjour, M. Mongrain. Alors, M. Jacques, ces bains publics-là, on en voit un. Derrière, là, ce que je vois, c'était le bain, c'était la piscine. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un des bels exemples de bains publics de l'époque, magnifiquement décoré avec une architecture très révolutionnaire pour l'époque. C'est un très beau témoin de ce phénomène des bains publics. Nous sommes très fiers de l'habiter, d'ailleurs. Vous l'habitez avec une autre vocation, cependant. Vous en faites quoi? Un centre d'interprétation artistique? Il faut dire que nous, à la SPAG, nous sommes déjà, avec la Ville de Montréal, nous sommes partenaires pour un événement qui s'appelle la Fête des enfants de la Ville de Montréal. Donc, ce lieu nous a permis d'ateliers pour les gonflables, puisque nous sommes surtout orientés vers l'art gigantesque. L'art, je vais juste m'expliquer, parce que je suis un néophyte dans le domaine artistique. L'art gigantesque, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle un peu le méga design ou l'art colossal? Nous, notre intérêt et tous les artistes mondiaux, bien entendu, qui œuvrent dans le gigantisme. Donc, exemple, les murales, les gonflables géants, les projections sur les murs, etc., oui. Voilà. D'accord, je comprends. Et ça va devenir un atelier ou un centre d'exposition? Voilà, nous souhaitons ouvrir le bain au public d'une façon le plus large possible, avec une salle multifonctionnelle. Donc, ce sera toujours privilégié d'être notre atelier où on va créer des œuvres gigantesques, mais on veut aussi avoir une exposition qui va devenir permanente sur justement le phénomène des bains publics. Et on y investit combien collectivement? Collectivement, il faut dire qu'on a eu la part de Mme Harel, que je remercie, et le maire Bourque. C'est ça, je voulais dire, collectivement. Nous ont aidés avec 485 000 $ pour rénover, mettre aux normes, si on peut dire, de la sécurité publique, la bâtisse. Donc, on a... Près d'1 demi-million pour faire un atelier d'art gigantesque. Il faut dire un peu plus que ça, parce que on va recevoir une exposition ici qui va être un témoin quand même de ces trucs-là. Oui. Donc, c'est une bâtisse donc, que l'on recycle, si on peut dire, mais cette bâtisse perd sa vocation de bain public, là. Elle perd sa vocation de bain public, qu'elle n'avait plus déjà depuis 10 ans, peut-être. Hein? Qu'elle n'avait plus depuis 10 ans, d'ailleurs. Mais on a construit une super piscine juste ici, à 2 rues d'ici, avec une bibliothèque et tout. Il y avait, on a, si on peut dire, remplacé par quelque chose de beaucoup plus performant. Quand vous serez prêts, dites-nous-les, on va aller voir ça. Nous allons nous faire une ouverture très bientôt et j'espère qu'on vous aura dans nos bains. Bien sûr. Ah oui, on va tomber dans le bain. Bon, merci, là. Merci beaucoup. Bye-bye. Au revoir. Alors, on est comme ça, nous autres. On s'en va dans la place à côté, bâtir une piscine, puis celle-là, on fait d'autres choses avec. C'est évident. On va s'arrêter, nous, pour une courte pause. Les projets de développement de l'oratoire Saint-Joseph ne font pas l'unanimité et sèment l'inquiétude. Pierre Bourque joue au golf avec des partenaires qui financent une partie de sa campagne électorale. Et la famille de Michael Kibé demande une enquête publique pour connaître les causes du décès de leur fils qui est mort dans un stationnement d'un poste de police du SPCUM. Le pilote d'Air Transat, Robert Piché, est revenu au pays. Il a mis le pied en sol québécois. Il doit être bien heureux, comme bien de ses passagers d'ailleurs, après avoir vécu cette difficile situation d'atterrissage dans les Açores. Gary Arpin, vous êtes là-bas. C'est avec beaucoup d'humilité, hein? Je pense que c'est adressé à la presse. Et un sang-froid extraordinaire, Jean-Luc, qu'il a dû aussi manifester lors de ce voyage. Écoutez, il nous a fait le récit un peu de ce qu'il a vécu et comment ça s'est passé, surtout moment par moment. Ça faisait à peu près 4 heures qu'il avait déjà entrepris son vol de Toronto. Il était à 300 000 ou 500 km des Açores.
C'est un aéroport de dégagement, dit-il, qui est assez commun pour tous les transporteurs. Il dit qu'un moteur s'est arrêté, 10 minutes plus tard, un deuxième moteur s'est arrêté et il s'est passé 15 minutes entre le bris des deux moteurs et le moment où on a réalisé qu'on pouvait se poser sur cette île de Terquera. Robert Piché a dit que ces 15 minutes-là ont été très, très longues. On l'écoute. À 33 000 pieds au-dessus de l'Atlantique de nuit, avec plus de moteur, c'est pas une situation qu'un pilote rêve. Ça, c'est sûr et certain. Et une perte de carburant, c'est toujours quelque chose qui est pris au sérieux, quelle qu'elle soit. Et le fait d'être au-dessus de l'eau, ça rend toujours un peu l'affaire un peu plus aggravante. Alors imaginez le cauchemar, sans moteur, sans pouvoir hydraulique, finalement sans instrumentation pour la peine, et il a quand même réussi à poser son avion avec des dommages minimes qu'on sait. On lui a demandé est-ce qu'il croyait qu'il était un héros. Voici ce qu'il nous a répondu. Ah, je ne me considère pas comme un héros, mon cher monsieur. Je serais pu me passer de celle-là, je peux vous dire ça. Il n'y avait pas besoin de ça pour être héros, lui, là. Non, absolument pas. Et un peu plus tard, on va vous parler, Jean-Luc, Oui. à 18h, des causes. On va spéculer un peu sur les causes de l'incident. Parfait. Et aussi un autre incident qui s'est produit hier d'Air Transat. On vous donne tous les détails à 18h. Parfait, on se retrouve un peu plus tard. Merci beaucoup, Gary. Demeurez là. S'il y avait d'autres développements, bien sûr. Quelle histoire. Quelle affaire, en tout cas. Moi, je suis convaincu que chez vous, dans la maison, vous vous dites, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été dans cet avion-là, moi? Comme passager, là, je vous demande même pas de nous atterrir, là. Juste comment tu dois te sentir. Incroyable. Justement, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes inquiet? Il y a des observateurs qui disent que ça peut être difficile même pour Air Transat dans l'avenir pour la survie de la compagnie. Est-ce que vous croyez que vous accepteriez de monter à bord d'un appareil, disons, demain matin? www.tqs.qc.ca. Parlant d'inquiétude, le frère André avait réussi à faire son oratoire sans financement. En tout cas, c'était rentré assez facilement, comme par miracle. Mais Isabelle Maher a travaillé sur le dossier du projet de réfection à l'oratoire. 40 millions pour aménager, comme veulent le faire les pères de Sainte-Croix. Ça semble pas plaire à tout le monde. Plus de verdure, moins de voitures. Voilà le coup d'œil que souhaite offrir le recteur de l'oratoire Saint-Joseph. Coût du projet de réaménagement, 40 millions de dollars. Tous ces autos qui sont stationnés en façade, les autobus, c'est ça qu'on veut éliminer, rendre le lieu plus sécuritaire aussi, pour éviter le croisement de piétons-autobus. Le stationnement serait donc déplacé, de même que l'espace pour accueillir les nombreux autobus. L'oratoire existe depuis 1904. On parle aussi de déménager pour la 3e fois la chapelle du frère André, de détruire l'auberge à l'entrée pour à la place y construire 2 bâtiments et d'installer non pas un funiculaire, mais un escalier roulant, pour ceux bien sûr qui voudront bien le prendre. Même si le projet est loin d'être complètement ficelé, certains, comme à Héritage Montréal, s'inquiètent de le voir se développer sans que la population soit consultée. Tout grand projet pose des questions. Un projet qui comporte beaucoup d'éléments et un projet complexe comme ça mérite certainement qu'on lui accorde un peu plus de transparence et puis de discussion publique. 2 millions de visiteurs se rendent sur le site de l'oratoire chaque année. Mais on est loin de la première pelletée de terre. La direction de l'oratoire affirme presser la ville de lui accorder les permis, alors qu'à la ville, on attend une demande en bonne et due forme, accompagnée d'un chèque de 22 000 $. Il nous manque effectivement plusieurs documents. Ce n'est pas de notre faute. On n'a pas pu aller plus vite que les informations qu'on nous a soumises. L'image revampée de l'oratoire doit être prête pour son centenaire en 2004. Isabelle Maher, TQS, Montréal. Alors, est-ce que les pères de Sainte-Croix, propriétaires du site, Isabelle, vont envoyer le chèque de 22 000? Pour l'instant, on n'en a aucune idée. Ouais. En fait, il y a plusieurs étapes importantes pour les pères de Sainte-Croix, notamment trouver 40 millions de dollars, ce qui n'est pas rien du tout. En fait, ce qu'ils souhaitent, c'est que ça fasse partie du programme d'infrastructure fédérale provinciale. Et ça, selon nos sources, c'est loin d'être gagné. L'autre chose, l'autre obstacle auquel ils devront faire face, c'est le fameux processus de la Ville pour l'attribution des permis. La Ville fait appel à 2 comités, donc il n'y a pas juste Héritage Montréal qui se préoccupe du patrimoine, de préserver le patrimoine. Il y a ces 2 comités qui ont déjà demandé aux pères de Sainte-Croix de faire de nombreuses modifications au projet qu'ils ont soumis à la Ville. Donc, de l'aveu de tous, c'est un projet qui n'est pas beaucoup avancé, ce qui fait qu'on vous le présente aujourd'hui avec Oui. les lacunes qu'il a, Bien sûr. sauf que c'était pas prévu non plus de le présenter aujourd'hui comme ça.
Parfait, merci bien. Je vous en prie. Frère André, quand il a fait son premier oratoire, c'est la communauté qui hésitait puis qui ne voulait pas. Là, c'est la communauté qui veut faire de quoi, puis c'est la ville qui veut. Ça va se placer, comme par miracle. Il y a des gens qui vont peut-être avoir besoin de miracles. C'est le maire Bourque. Et lui, ben, c'est sur le terrain de golf qu'il a fait son pèlerinage aujourd'hui. Le reportage de Daniel Jonette nous le montre en train de jouer avec des gens qui peut-être vont contribuer au financement de sa campagne. C'était journée d'activité de financement aujourd'hui pour Pierre Bourque et son parti Vision Montréal. L'activité du jour, le golf. 144 départs à 250 $ la tête. Bénéfice de la journée, 21 000 $. Ces généreux donateurs sont des gens d'affaires, des professionnels, des firmes d'ingénieurs, d'architectes, d'avocats, bref, des amis. Ça, c'est un pro. Je me souviens de toi l'année passée. Pierre Bourque n'aime pas beaucoup le golf. Il joue 3 trous par année. Je joue 3 tours. Après ça, ben, je vais saluer tout le monde, prendre des photos. Pourquoi vous ne jouez pas plus sûr? J'ai pas le temps. On dit de l'homme qu'il se révèle dans le sport. Peut-être bien. Première observation, Pierre Bourque se présente au terrain avec des espadrilles ordinaires, pas de souliers de golf. Deuxième observation, Pierre Bourque n'a pas de bâton. Oui, ça, c'est à moi, j'ai loué ça. Ça, c'est André, là. Troisième observation, ce matin, Pierre Bourque s'est présenté avec les mauvais bâtons. Des bâtons de droitier, or il est gaucher. Ça marche pas, c'est pas le bon. Ça commence par Ils m'ont pas donné des bons. Ça marche pas, je suis à l'envers. Quatrième observation, Pierre Bourque, de toute évidence, n'a pas de style. Je suis plutôt un joueur de baseball. J'ai passé ma jeunesse à jouer au baseball. C'est au softball. Donc, l'élan que je fais n'est pas encore l'élan que je souhaiterais avoir. Et ça nuit beaucoup parce que je pense que c'est l'habilité naturelle. Mais sinon, il reste tout le raffinement qui prend du temps. Mais Pierre Bourque n'hésite pas à demander conseil. Non, mais dis-moi ça, toi, ça va? Pour lui, ce qui compte, c'est le coup de départ. Il s'applique à frapper. Et quand sa balle va dans les bois, elle revient dans l'allée. Bref, peut-être comme il l'a fait en politique, où on lui promettait un mauvais score, Pierre Bourque ne compte pas les coups qu'il donne. Il se contente de frapper dans l'allée. C'est peut-être pas comme ça qu'on gagne un tournoi, mais c'est peut-être comme ça qu'on gagne des élections. Daniel Joannette, TQS, Laval. Méchant handicap. Pardon? Méchant handicap. Léger handicap, mais écoutez, le maire Bourque, c'est un sportif. Il aime le sport pour s'amuser. 3 trous par année, à ce rythme-là, vous savez, là, un 18 trous, ça prend 6 ans. Oui. Fait qu'on peut pas lui reprocher de ne pas être excellent. Un mandat dure 4, fait qu'il n'aura pas le temps de finir. Oui, n'empêche que son vrai sport au maire Bourque, c'est la politique. Oui. Il l'a dit. Et l'activité a permis de ramasser 21 000 $. Je vais revenir. Hier, on parlait de financement. M. Gérald Tremblay disait que, de son côté, il pouvait compter sur quelque chose comme 3 millions de $. Il était convaincu que le maire Bourque avait plus. Et du côté de l'équipe Bourque, on parle de 1,5 million, 2 millions tout au plus. Parfait. Je termine en vous disant... Allez donc. Que... Dernier petit coup. Oui, un dernier petit coup. Hier, là, quand on a rencontré les candidats, il y en a 2 déjà qui nous ont réclamé un débat. Oh. Ils suggéraient que TQS prenne l'initiative d'un débat. Oh. Alors, le message est lancé. Et le 10 octobre prochain, il y a la Chambre de commerce de Montréal métropolitain qui a prévu un débat aussi entre les 2 principaux candidats, Tremblay et Bourque. Oui. Alors, on va sûrement suivre ça. Et bonne partie. Je suis sûr que le vice-président au programme ici est très intéressé par un débat entre Bourque et Tremblay. Je suis sûr. Merci beaucoup. Hey, je vous en prie. OK, bye-bye. Réfugiés afghans. Oui, c'est un dossier de réfugiés qui commence à faire jaser ces jours-ci. En fait, on parle de 438 Afghans qui se trouvent sur un cargo norvégien qui les a secourus dimanche dernier lorsque le bateau sur lequel ils se trouvaient a fait naufrage entre l'Indonésie et l'Australie. Jusqu'à présent, les autorités australiennes et indonésiennes leur ont refusé l'entrée dans leur pays. Leur avenir est donc incertain et plusieurs ont entrepris une grève de la faim pour convaincre l'Australie de les accueillir. Au Proche-Orient, il y a des milliers de Palestiniens qui ont participé aux funérailles du chef du mouvement de libération de la Palestine, Abou Ali Mustafa, tué hier dans une attaque à la roquette par les soldats israéliens. Les Palestiniens ont profité de l'occasion pour dénoncer les positions du gouvernement américain dans le conflit. Ils accusent Washington de ne pas rester neutre dans ce conflit en fournissant des armes sophistiquées et des avions de chasse aux Israéliens. Au
Aux États-Unis, il y a plus de 200 pompiers qui poursuivent leurs efforts pour enrayer un gigantesque feu de broussailles. C'est au nord de Los Angeles, en Californie. Les autorités policières ont déjà procédé à l'arrestation d'une personne qui est soupçonnée d'être à l'origine de cet incendie majeur. Le feu a déjà détruit 4 immeubles jusqu'à présent et en menace une vingtaine d'autres. Il s'étend sur 81 hectares. Un rapport préliminaire des autorités portugaises qui nous disent que c'est bien une panne d'essence, qui confirme que c'est une panne d'essence qui est à l'origine de l'arrêt des moteurs, mais aussi qu'il y aurait eu une ligne à carburant du moteur droit qui aurait défailli. Il y aurait eu une défaillance de la ligne qui nourrit le moteur. Quant à Robert Piché lui-même, il semble privilégier l'idée d'un bris mécanique. On l'écoute. Un bris mécanique, il ne faut jamais prévoir ça. Hein. C'est... Quand il y a eu un bris, si c'est la porte de carburant, c'est un bris mécanique qui nous est arrivé comme ça. C'est aussi simple que ça. Quand on est décollé de Toronto, on avait le carburant requis pour faire la traversée. Là. Alors, très évidemment, le Bureau de sécurité dans le transport fera son enquête dans cette affaire-là. L'enquête se poursuit. Bon, chez Air Transat, il y a eu un autre incident, pas plus malheureux celui-là et peut-être moins dramatique parce qu'on a fait demi-tour. Le vol 783 qui quittait Paris hier a dû faire demi-tour après 2 heures de vol parce que cadran qui ne fonctionnait pas. On a réussi à parler à une passagère sur ce vol-là. Voici ce qu'elle avait à nous dire là-dessus. Ouais, ça faisait 2 heures qu'on était partis, qu'on avait quitté Paris. Et puis, on nous a annoncé d'une façon assez abrupte qu'on avait de mauvaises nouvelles à nous annoncer. Fait que quand on nous dit ça, tu saisis, hein, le sang fait juste un tour. Et puis, ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'il y avait un problème avec un des cadrans du tableau de bord. Et puis, on nous a dit qu'il faut retourner sur Paris pour votre sécurité. Vous êtes rendu à Paris? Rendu à Paris, on nous a tous fait débarquer de l'avion. On a attendu là pendant 8 heures, avec très peu de nouvelles aussi. Et puis, au bout de 8 heures, on nous a fait réembarquer dans l'avion avec pas de lunch. Ça a été assez pénible. Il a fallu se repayer un 7 heures de vol par-dessus tout ça. Fait que Air Transat, non merci. Alors, l'enquête se poursuit, Jean-Luc, et malgré tout ça, on dit qu'Air Transat est un transporteur sécuritaire. Merci beaucoup, Gary. Merci bien. Herbert Lerner, 78 ans, vient de connaître sa sentence. 5 ans de prison. Il a mis fin au jour de son épouse, dit-il par compassion, alors qu'on l'a retrouvée morte dans un motel en juin dernier. Le reportage d'Anne Roy. C'est sans broncher qu'Herbert Lerner, 78 ans, a écouté le juge lire une lettre dans laquelle ses 2 filles décrivent leur père comme un homme contrôlant, abusif verbalement, négatif, qui ne voulait pas perdre le contrôle de sa femme. Le juge a par la suite relaté les faits. Le 12 juin 2000, l'accusé se rend au château Vaudreuil avec son épouse. Il lui raconte qu'il veut fêter leurs 52 ans de vie commune. Rendus sur les lieux, ils mangent ensemble, puis se rendent à leur chambre d'hôtel. C'est là qu'Herbert Lerner assassine sa femme. Il fait par la suite 4 tentatives de suicide. Herbert Lerner a toujours soutenu avoir tué son épouse par compassion. La santé de sa femme se détériorait. Il la voyait de moins en moins autonome. Pour ce crime, le juge l'a condamné à 5 ans de prison, moins le temps de détention préventif, c'est-à-dire à 35 mois de prison. Présentement, il est bouleversé, il est très nerveux, très anxieux de savoir qu'est-ce que son avenir lui réserve au niveau du système carcéral fédéral. Nous avons demandé au juge de mettre une recommandation à ce qu'il soit incarcéré à la prison minimale, sécurité minimale de Sainte-Anne-des-Plaines, où il y a des services psychiatriques qui peuvent l'aider. Le fait qu'Herbert Lerner ait planifié son meurtre une semaine à l'avance, que sa femme n'ait pas été au courant de ses intentions et n'ait jamais demandé qu'on lui enlève la vie, ont été considérés comme des facteurs aggravants. Pour ce qui est de l'état dépressif de monsieur au moment du drame, il s'agit bel et bien d'un facteur atténuant, mais qui aurait été déjà considéré. La dépression a fait en sorte qu'il ne fait pas face à un meurtre au premier, mais bien à un homicide involontaire, et que donc la dépression, il en a bénéficié par la réduction de l'accusation. Le juge espère maintenant que cette sentence découragera les personnes qui penseraient mettre fin au jour d'une autre parce que sa santé se détériore. Anne Roy, TQS Valleyfield.
L'âge de l'accusé a dû jouer également parce que Latimer était moins vieux et il a eu plus de 5 ans pour sa fille. Oui, effectivement, l'âge, le juge en a tenu compte. Il faut dire par contre que la Couronne demandait 10 ans de pénitencier, tandis que la défense proposait le sursis. Alors, dans les deux cas, puisque ça a été un jugement qui a été rendu verbalement, on n'a pas eu un jugement écrit, les deux avocats nous disent qu'ils devront regarder de près ce jugement-là. Et autant du côté de la Couronne que de la défense, on pourrait en appeler de la décision du juge. Alors, il faudra suivre ça de très près. Parfait. Merci bien, Anne. Je vous en prie, Merci au revoir. Bien. Jour de rentrée scolaire aujourd'hui pour bien des étudiants, en tout cas pour la Commission scolaire de Montréal. Ils sont près de 80 000, 75 000 environ. Mais d'ici aux prochains jours, eh bien, c'est près d'1 million d'étudiants à travers les différentes écoles, au primaire et au secondaire, à travers le Québec. Joël Goulet nous a fait un reportage de cette rentrée scolaire, des grands enjeux, et après cela, on discute avec le ministre de l'Éducation, M. François Legault. C'est avec une bonne humeur contagieuse que les élèves de l'île de Montréal ont donné le coup d'envoi au grand bal de la rentrée scolaire. D'ici quelques jours, c'est près d'1 million d'enfants qui vont effectuer un retour en classe au Québec. Mais pour plusieurs parents, la gratuité scolaire est une chose bien relative. Pour nous, on trouve que c'est un petit peu cher. Donc, surtout sur le plan vestimentaire. Pour la classe moyenne, c'est pas encore réglé et les parents ont encore besoin d'une aide supplémentaire. Un sondage Léger Marketing indique que le Québec est la province canadienne où les parents prévoient dépenser le plus pour la rentrée scolaire. On parle de presque 1 300 $ par enfant. L'Ontario arrive deuxième avec 1 144 $, suivi de la Colombie-Britannique à 950 $. Dans les provinces maritimes, on s'attend à dépenser 500 $ de moins que dans la belle province. La difficulté à penser qu'il peut y avoir un écart, par exemple, de 150 $ seulement sur le matériel scolaire entre le Québec et l'Ontario, alors qu'au Québec, en moyenne, les coûts sont moins élevés que 150 $. Pour François Legault aussi, c'était jour de rentrée. Le ministre de l'Éducation s'est rendu à l'école primaire Lambert-Closse de Saint-Léonard afin d'y rencontrer enseignants, parents et enfants. Et est-ce que vous avez passé des belles vacances? Le ministre Legault continue de vanter les mérites de sa réforme qui entame cette année sa deuxième phase en implantant de nouveaux programmes dans les classes de 3e et 4e année. Un virage majeur dont le but premier est de combattre un taux de décrochage alarmant. Le tiers des élèves du Québec ne complètent pas ses études secondaires. Le ministre a voulu se faire rassurant auprès du personnel enseignant. On calcule que ça prend entre 2 et 3 ans pour bien s'approprier les principes de la réforme. Donc, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de panique à y avoir si dans les premiers mois, on n'est pas en parfaite maîtrise de la réforme. Donc, on va y aller graduellement. Avec tout le souffle nouveau qui entre dans le système d'éducation actuellement, les gens ont le goût de faire autrement, ont le goût de faire des apprentissages et de faire des réalisations aux élèves de façon plus intéressante. À quelques exceptions près, la rentrée scolaire 2001 a semblé faire bien des heureux. Moi, je suis content d'être revenu parce que j'ai pu retrouver mes amis, puis je trouvais ça mieux de même. Parce que j'aime écrire à l'école, puis pour faire l'éduc. Joël Goulet, TQS, Montréal. Nous avons en studio avec nous le ministre de l'Éducation, M. Legault. M. Legault, François Legault, il faut que je vous pose une question avant. Pour moi, c'est la première fois que vous avez mieux être ministre de l'Éducation que président d'Air Transat. Oui, effectivement. En 3 ans, j'ai trouvé ça, le passage parfois difficile en politique, mais disons qu'aujourd'hui, j'aime mieux être ministre de l'Éducation que président d'Air Transat. Je crois que, bon, j'ai parlé avec... C'est vos anciens associés, ça? Oui, puis j'ai parlé avec des amis. Là. Bon, j'ai été pendant près de 10 ans président de cette compagnie. J'ai confiance qu'on va se relever, puis on va se prendre en main, puis il y a quand même là, une très bonne base. C'est une compagnie très sérieuse. C'est quelque chose de périlleux, hein? C'est quelque chose de périlleux quand une affaire comme celle-là arrive. Bien qu'il n'y ait pas eu de mort et de vraies victimes, c'est dangereux pour la fragilité d'une entreprise. C'est certain, surtout une compagnie, mais quand même, Air Transat est là depuis plus de 10 ans maintenant. Et puis, je me rappelle, à un moment donné, d'avoir discuté avec nos compagnies d'assurance qui m'avaient dit, avec la taille d'Air Transat, un accident devrait survenir à peu près une fois tous les 20 ans. Moi, j'étais là 10 ans. Donc, je me disais, les probabilités là, sont là, ça va se produire, mais il reste que c'est un moyen de transport qui est toujours plus sécuritaire que l'auto. Et puis, il faut toujours se rappeler ça. On a posé une question justement à nos gens aujourd'hui, puis vous donnerez les résultats à vos camarades, parce qu'on demande aux gens, est-ce que vous auriez à craindre d'embarquer dans Air Transat, disons, demain matin? Et les gens, 65 % disent non, on irait. Alors, les gens savent que c'est un transport sécuritaire, et ça s'est bien produit. C'est une compagnie sérieuse, et puis je pense que personne n'a à s'inquiéter. Des incidents, ça arrive à tout le monde.
même aux grandes compagnies. Il y a 1 million de jeunes qui, eux, atterrissent dans les cours d'école aujourd'hui. Absolument. Et puis, je pense que c'est excitant pour les jeunes, c'est excitant pour le ministre de l'Éducation, c'est excitant pour les enseignants, pour ceux qui travaillent dans les écoles. On a encore beaucoup de défis à relever dans notre système d'éducation, on le sait tous, mais c'est aujourd'hui que ça commence pour la nouvelle année scolaire. La réforme, vous avez réformé la réforme là, dans les derniers jours. On a fait prendre des petits virages à la réforme. On avait une réforme qui, au début, visait à aller vers les matières essentielles. Ouais. C'est ce qu'on continue à faire, le français, les mathématiques, l'histoire. On demande à tous les enseignants de s'occuper du français, pas seulement l'enseignant dans le cours de français. C'est important en répondant à une question de géographie, de bien répondre. De s'assurer aussi que s'il y a des erreurs, s'il y a des choses à corriger, qu'on le fasse aussi même dans le cours de géographie, dans le cours de mathématiques. Mais dans les autres aspects de la réforme, on n'avait peut-être pas été assez précis. Et j'ai demandé qu'on réécrive les programmes, bien, par exemple, établir qu'on ne remplace pas la transmission de connaissances par des compétences. Ce qu'on veut, c'est les deux. On veut être capable de... Le pilote Robert Piché lui a raconté le fil des événements qui l'ont obligé à poser l'appareil en catastrophe.